Le clairon. Alors, Fabien Bouglet, pardon, Emmanuel Macron avait-il du mal à trouver sa tête de liste pour les européennes? En tout cas, l'attente, s'est fait sentir et commençait à crisper bon nombre de macronistes. Je cite, Le Monde, hein, qui dit que les macronistes se crispèrent dans cette attente. En tout cas, voilà, suspense, tranché. Emmanuel Macron, dimanche, on apprend que c'est, l'eurodéputée Valérie Hayer, c'est la Tribune du dimanche qui fait cette révélation, qui était d'ailleurs déjà élue eurodéputée en 2019 sur la liste macroniste menée alors par Nathalie Loiseau. Eh bien, c'est une fille d'agricultrice, hein, pour rester dans l'air du temps, et qui avait pris la tête en janvier du groupe centriste Renew au Parlement européen. Elle avait remplacé alors Stéphane Séjourné qui avait pris, qui est devenu lui-même ministre. Alors, le nom de Pascal Canfin aussi avait été évoqué pour être tête de liste. Il est finalement deuxième sur cette liste. Alors, Pascal Canfin, je rappelle aussi, hein, c'est l'eurodéputé qui aurait servi d'intermédiaire dans l'invitation de cette fameuse organisation dite écologiste, les soulèvements de la Terre. Vous savez, qui a fait tout le couac dans cette affaire sur les soulèvements de la Terre au début du Salon de l'agriculture. En tout cas, donc une liste qui fait beaucoup réagir et qui fait particulièrement réagir Fabien Bouglet, qui a des informations à nous livrer en exclusivité. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Clémence Et Sodiakova. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes spécialiste des questions énergétiques, auteur de Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial aux éditions du Rocher. Alors là, je vous ai vu tweeter. Vous avez sorti votre arme Twitter ces derniers jours à l'annonce de ces noms, hein, sur la liste Renaissance. Alors, vous avez dit alerte, Valérie Hayer, une propollution éolienne sera tête de liste d'Emmanuel Macron lors des élections européennes. Pour Renew Europe, la souveraineté énergétique, c'est éolienne couplée au gaz allemand ou américain ou panneaux solaires. Et puis, pour Fabien Bouglet, eh bien, vous dites, pour Pascal Canfin, pardon, décidément, vous dites, pour le remercier de sa participation active à l'organisation du grand débat lors du Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron envisagerait de nommer Pascal Canfin numéro 2 de la liste Renew. Alors voilà, beaucoup de choses à nous raconter sur cette liste Renaissance. Oui, merci Clémence Sodiakova de me donner la parole. Je dirais que, en fait, cet événement du Salon de l'agriculture où il y a eu l'annonce de la possibilité d'inviter les soulèvements de la terre Oui. au Salon de l'agriculture a en fait été un peu un nœud gordien de plusieurs événements. L'assiste aux européennes, d'ailleurs on l'a vu, le Salon de l'agriculture a été en fait le lieu de débat de l'élection européenne au travers de Tout à fait. ces grands débats, de cette tension réalisée par Emmanuel Macron et de cet apaisement finalement promu par Jordan Bardella, d'une part. D'autre part, ça a été cette grande polémique des soulèvements de la terre qui a relevé une chose fondamentale. C'est qui étaient derrière les conseillers d'Emmanuel Macron sur sa politique énergétique et agricole. Alors c'est intéressant parce que moi qui m'intéresse plutôt aux questions énergétiques, j'ai été amené à m'intéresser aux questions agricoles parce qu'en fait, au fond, Oui. la question énergétique et la question agricole sont liées, en particulier sur la question de l'énergie, mais aussi sur la question du Green Deal. Et donc, on se rend compte au travers des révélations qui ont été faites de qui étaient les conseillers soulèvement de la derrière terre, oui. la proposition des soulèvements de la terre, qui avait le réseau Canfin. Alors, je vais redire en deux mots ce qui s'est passé. C'est que les journalistes, en particulier Géraldine Vossner, qui est une grande journaliste du Point, a dévoilé que Monsieur Faraco, Benoît Faraco, conseiller énergie et agriculture de Emmanuel Macron, à l'Élysée, était en fait une des personnes qui a œuvré pour inviter les soulèvements de la terre. Mais qui est Monsieur Faraco? Monsieur Faraco est un ancien de Réseau Action Climat. Vous vous souvenez, ce fameux lobby financé par les fondations allemandes dont on a parlé en juin dernier. Vous vous rappelez que l'école de guerre économique avait évoqué le fait que, notamment la fondation Henrik Boll, finançait Réseau Action Climat. Donc, en plus, M. Faraco, il est un ancien de France, de la fondation Nicolas Hulot, qui est devenue Fondation Nature de l'Homme. Et cette fondation a en son sein la fondation Valorem, la fondation d'exploitants éoliens dont le patron est membre d'Europe Écologie Les Verts et a été sur la liste d'Europe Écologie Les Verts. Donc on a une personne qui est au cœur, je dirais, d'une politique antinucléaire et pro-éolienne.
Sous sa responsabilité, vous avez un autre collaborateur, Monsieur Ginet, qui est connu pour avoir été stagiaire chez Alternative Économique. Alternative Économique, qui est un média qui est également fait un partenariat avec la Fondation Henrik Böll et en partenariat avec l'ISO Action Climat. Et enfin, toutes ces personnes, en fait, sont très très proches de Pascal Canfin, qui est l'ancien patron de WWF en France. Et c'est pas des moindres, parce que j'en parle dans mon livre Guerre de l'énergie, parce qu'on se trouve là au cœur de la guerre de l'énergie, au fond. C'est que Pascal Canfin, WWF, pardon, a été financé par Gazprom. Parce que pour éviter et permettre le passage de Nord Stream 2 dans la mer Baltique, la Russie avait besoin du soutien de WWF. Et en fait, WWF et Gazprom, au travers de Nord Stream, il y a même un communiqué Nord Stream que j'ai diffusé sur mon compte Twitter, ont créé une fondation commune. En fait, Gazprom est associé à WWF. Et on comprend mieux pourquoi WWF est depuis des années un adversaire résolu du nucléaire français et un promoteur des éoliennes, mais aussi du gaz, et en particulier du gaz de transition. Et c'est pour ça que je dis que la liste d'Emmanuel Macron sans le gaz peut-être américain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sent le gaz russe. Pourquoi ? Parce que Pascal Canfin, lorsqu'il a été député dans la précédente mandature aux européennes, a promu le gaz de transition. C'est tout à fait intéressant. Quand Emmanuel Macron a voulu relancer le nucléaire et intégrer le nucléaire dans la taxonomie européenne… Mais c'est quoi ce que vous appelez le gaz de transition ? C'est le gaz, c'est la terminologie pour faire accepter que le gaz intègre les énergies décarbonées. C'est-à-dire que Pascal Canfin, alors que le gaz est une énergie fossile. Et donc Pascal Canfin, qui était un ancien de WWF, qui est proche de la filière gazière et proche de la filière éolienne, essaye de raccrocher aux branches pour placer le gaz. Et alors, ce qu'ils disent de manière habile, ils disent, oui, mais c'est du gaz de transition. On va mettre du gaz… De transition écologique, oui. Du gaz pour permettre une meilleure transition pour l'éolien. Le temps qu'on installe les éoliennes, si vous voulez. Quand on pourrait parler d'ailleurs du charbon de transition. Oui, c'est ça. Assez parodique qui s'appelle le charbon gaz sur Twitter, qui parle du charbon de transition. Non mais voilà. Et donc c'est tout à fait intéressant parce que en réalité, le fait qu'on ait aux élections européennes, d'abord le fait premièrement qu'Emmanuel Macron, dans le Figaro, annonce qu'il est hors de question de remercier ses conseillers énergie et agriculture qui sont à l'origine d'une incroyable erreur, l'invitation des soulèvements de la terre. C'est pas simplement une erreur, c'est un acte extrêmement fort de provocation des agriculteurs. Je rappelle que les soulèvements de la pourquoi ils ont voulu faire ça alors ? Les agriculteurs. Comment ? Pourquoi ils ont voulu faire ça alors ? Pourquoi une telle provocation ? Est-ce que c'était… Je vois pas quel était l'intérêt. C'est extrêmement simple. La provocation, elle était liée. On met face à face les agriculteurs et les soulèvements de la terre, on les laisse se déchirer et Emmanuel Macron apparaît comme l'arbitre, la personne neutre qui laisse et il se décharge des agriculteurs. Il n'avait plus les agriculteurs en front line. Disons que l'énervement des agriculteurs se serait défoulé, serait tombé sur les soulèvements de la terre. D'ailleurs, ils n'ont pas invité que les soulèvements de la terre, ils projetaient également d'inviter ces fameux terroristes culturels qui balancent de la soupe ou de la peinture noire sur les œuvres d'art et toutes ces organisations financées d'ailleurs par Eliane Getty, l'ancienne patronne, l'ancienne héritière de Getty, les pétroliers Getty, eh bien, ils les avaient invités aussi. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est absolument fou. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, le en même temps conduit à des situations inextricables, conduit au chaos. Et on aurait pu penser que ces conseillers auraient été remerciés, pas du tout. Emmanuel Macron, dans le Figaro, hier, a dit « il est hors de question, c'est moi qui ai pris la décision, je soutiens mes collaborateurs ». Mais sauf que les collaborateurs, il faut bien comprendre une chose. Moi, j'ai rien contre eux personnellement, entendons-nous. Je fais juste un constat simple. En réalité, ces collaborateurs sont pro-éoliennes, ont une nature initialement anti-nucléaire et donc forcément sont des freins à une politique de relance du nucléaire en France
et contraignent évidemment le en même temps. Et on comprend mieux pourquoi Emmanuel Macron est à ce point sensible et promoteur de l'éolien en même temps que le nucléaire. Alors, on sait que j'en ai suffisamment parlé pour avoir à en reparler. Et donc, Pascal Canfin, lui qui était pressenti pour être tête de liste aux élections européennes, se retrouve également, et d'ailleurs il a promu une tribune hier dans les Échos, sur cette liste. Et donc on retrouve Madame Hayet, ancienne fille d'agricultrice, je crois elle-même agricultrice, qui a fait des positions parfaitement pro-éoliennes. Donc on a une liste pro-éolienne avec à la tête de liste une personne promoteur, qui fait la promotion de la pollution éolienne, et d'autre part, en potentiel numéro 2, même s'il n'a pas été annoncé, mais on va dire les milieux autorisés pensent bien que Pascal Canfin, c'est un numéro 2 de la liste. Enfin, on verra si mes prévisions sont... Oui, disons que c'est fort probable, sachant qu'il devait être tête de liste, que comme c'est une femme en premier, ça risque d'être le second. Voilà. Voilà. Eh bien, on a les éoliennes en tête de liste, et en deuxième, le gaz. Alors maintenant, un beau couple. Le gaz naturel liquéfié américain, dont on peut douter que ce soit un gaz de transition, parce que le gaz naturel liquéfié américain a un bilan carbone absolument déplorable et particulièrement polluant. Donc, vous voyez, c'est tout ce paradoxe, et c'est tout à fait cet événement du Salon de l'agriculture. Pourquoi il a été aussi important et révélateur? Et pourquoi? Parce qu'en fait, il a été le caractère inextricable de cette guerre de l'énergie qui se déroule sur nos territoires et qui a un impact terrible sur nos agriculteurs. Et c'est pour ça que c'est extrêmement fort. Malheureusement, on aurait pu imaginer qu'Emmanuel Macron ait fait une volte-face comme il l'avait fait sur le nucléaire, mais il a décidé de continuer. Je ne suis pas certain que ça va avoir des effets... je pense au contraire que ça va avoir des effets déplorables sur la liste aux élections européennes. C'est-à-dire qu'il va être, évidemment, cette liste va être attaquée sur ces points-là. En tout cas, c'est très intéressant, et c'est quand même important de savoir qu'aujourd'hui, d'abord, les têtes de liste, en tout cas les membres de cette liste européenne de Renaissance, sont quand même, vous le dites, rattachés directement à des lobbies. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Des lobbies donc pro-gaz, notamment. Et ce qui est aussi très important, c'est le personnage de Pascal Canfin, qui a été le patron de WWF. Je rappelle que dans mon livre Guerre de l'énergie, et vous avez eu l'occasion de le lire, Clémence, il y a un chapitre qui s'appelle « Les mercenaires énergétiques ». J'y explique comment, en réalité, la plupart des prétendus ONG écologiques, Greenpeace, WWF, les Amis de la Terre, sont en fait des agents doubles, sont en fait des mercenaires énergétiques, c'est-à-dire des opérateurs d'une guerre économique qui ne dit pas son nom, mais qui en fait mènent des opérations, je pèse mes mots, d'ailleurs je n'ai pas été poursuivi par ces derniers sur ce thème, mènent des opérations de déstabilisation de notre système énergétique pour des intérêts qui sont très éloignés de ce qu'ils disent. Mais en plus, mais juste Fabien Bouglet, pardon, mais il faut que je réagisse, ça c'est quand même dingue cette histoire, parce que pendant ce même salon, qu'est-ce qu'on a entendu Emmanuel Macron, et on va parler juste après, nous dire eh bien, les Russes, ce sont nos ennemis, ils veulent nous déclarer la guerre, et d'ailleurs, peut-être allons-nous envoyer même nos soldats français. Et dans le même temps, ce même parti qui nous dit « Ah, le grand ennemi russe peut nous déclarer la guerre, ça peut aller jusqu'à nous, attaquer nos propres pays, etc. » Eh bien, en fait, c'est le même qui, aujourd'hui, ses premiers conseillers sont, eux, véritablement, tous les jours, on nous parle de l'influence russe, ils excitent les agriculteurs. Mais en fait, non, qui est véritablement payé aujourd'hui par la Russie? C'est le WWF, Gazprom, Pascal Canfin. Voilà. On ne peut pas faire de lien, il faut juste avoir une prudence juridique. On ne peut pas faire de lien entre les conseillers et WWF. On connaît la proximité. Oui, ancien patron de WWF. Vous avez raison, soyons rigoureux. On sait simplement que Pascal Canfin a été un des grands dignitaires de WWF, et en particulier, il l'était à ces moments de négociation où WWF en Allemagne recevait des fonds de Russie. Mais d'une manière tout à fait générale, WWF, dans sa terminologie, dans sa communication, est absolument anti-nucléaire,
elle fait des opérations de dénigrement du nucléaire français et elle est pro-éolienne couplée au gaz et au gaz de transition. Donc, si vous voulez, si on reprend sur cette question des mercenaires énergétiques, il faut bien comprendre que derrière, en fait, on est en train de parler à des personnes ou à des ONG déguisées en associations environnementales. Leur réel agenda et leur réel objectif, c'est de détériorer le système énergétique français et en particulier le système nucléaire. Et c'est tout à fait intéressant parce que WWF, Greenpeace et les Amis de la Terre appartiennent à ce fameux réseau Action Climat, RAC, qui est donc, dont le conseiller de l'Élysée était l'ancien membre et activiste. Et RAC est financé par les fondations allemandes, par le gouvernement allemand, mais également par le gouvernement français. Donc, il faut bien avoir conscience qu'en réalité, c'est sciemment que, et quand Emmanuel Macron nous dit « je maintiens mes conseillers parce que c'est ma responsabilité », il faut bien avoir conscience qu'en réalité, et ça m'attriste, parce que j'aimerais bien qu'on aille plus vite sur notre indépendance énergétique, mais Emmanuel Macron est parfaitement conscient qu'en réalité, son équipe de conseillers est très très proche de personnes particulièrement hostiles à l'indépendance énergétique de la France. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est ça la grande difficulté. Et comme vous le dites à juste titre, on va dire que l'environnement, je n'ai pas de preuves, hein, attention, hein, on a des associations de personnes avec des événements. L'environnement global de Pascal Canfin et de ses conseillers est un environnement extrêmement proche de la valorisation du gaz qui, évidemment, bénéficie à la Russie de Vladimir Poutine. Et vous avez raison de souligner cet incroyable paradoxe. Oui. Or, vous savez très bien que mon paradigme de pensée par rapport à mon livre « Guerre de l'énergie », c'est de dire qu'en réalité, il y a bien sûr cette guerre territoriale, cette guerre en Ukraine, mais qu'elle est en fait un maillon d'une chaîne beaucoup plus importante, qui est une guerre mondiale de l'énergie et dont on a les éléments de preuve jour après jour, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au Haut-Karabakh, que ce soit au Niger, que ce soit partout dans le monde, que ce soit avec la relation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ou la Chine, ou avec les BRICS. Et donc, en réalité, à partir du moment où on comprend ça, on comprend qu'en réalité, à la manœuvre, il y a des Wagner de l'énergie qui sont déguisés en ONG écologiques, je le répète, c'est très important, qui agissent en toute impunité sur le sol français. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est ce qu'a relevé, je dirais, que le point de jonction du Salon de l'agriculture avec les élections européennes. Je pense qu'on est à un moment clé en France de la prise de conscience de ce point-là. Mais ça va venir, hein. Je pense qu'on va en avoir conscience parce que derrière cette crise de l'énergie, cette guerre de l'énergie, elle a une conséquence directe sur la facture des Français, sur la facture des agriculteurs, sur la vie des agriculteurs, et aussi sur cette volonté de décroissance que prônent finalement les conseillers d'Emmanuel Macron. Et là, en même temps, on ne peut pas être à la fois pour la décroissance et le développement économique, et surtout, très important, la souveraineté énergétique et la souveraineté alimentaire et notre souveraineté agricole. Oui, non, mais comme vous dites, il serait bon quand même qu'on ouvre les yeux maintenant, parce que même ce qui se joue aujourd'hui, cette guerre-là, vous parlez de guerre de l'énergie, mais on parle même d'une guerre territoriale, ça va être le sujet qu'on va aborder juste après avec Éric Denessé et Régis Le Sommier. Eh bien, si on connaissait tous les dessous des cartes que vous venez de nous révéler, et ce paradoxe formidable de lien indirect peut-être de Pascal Canfin avec Gazprom, eh bien, ça mettrait les choses au clair et on pourrait peut-être voir les choses en tout cas, différemment. Sa promotion du gaz, la promotion de Pascal Canfin avérée, j'ai retrouvé un article de Ractive, de la promotion du gaz au moment où Nord Stream fonctionnait toujours, et alors que la Russie était le principal fournisseur du gaz en Europe, interroge. Oui, Hein. oui. Je le dis comme j'ai pu le dire sur CNews avec Yvan Rioufol, il y a des réseaux qui interrogent. Voilà. Ben voilà, nous nous interrogeons, Fabien Vouglet, Tout à fait. avec vous. Et Il nous est important de s'interroger aujourd'hui. Non, mais surtout, nous souhaitons que
il y a en France des structures spécialisées de renseignement qui ont évoqué l'infiltration de réseaux russes en France. Et c'est un travail légitime que de vérifier l'infiltration, d'ailleurs, du reste, de tout réseau d'influence qui viennent de Russie ou d'ailleurs. Mmh. Enfin, d'ailleurs, hein, eh bien, il serait quand même intéressant d'étudier justement ces réseaux d'infiltration, de Bien sûr. promotion du gaz antinucléaire dans nos institutions françaises, Oui. et en particulier ces opérateurs peut-être qui ont des intérêts par rapport à la Russie. Oui, Parce mais que c'est très important, Fabien Mougelet, et je fais le lien, et ouais, je vais devoir clôturer avec vous, mais je fais le lien et j'ouvre sur le corps à corps qui arrive, puisque aujourd'hui, qu'a écrit l'opinion dans un article publié ce matin, que la Russie est derrière la révolte des agriculteurs. Voilà, donc en fait, parfois on se dit que la Russie infuse la révolte des agriculteurs, alors qu'en fait on se rend compte que la Russie est peut-être ailleurs, et c'est ça qui est intéressant avec ce que vous nous révélez aujourd'hui. Merci beaucoup, Fabien Mougelet, pour tous ces éléments. J'ai bien compris, on s'interroge avec évidemment les précautions qu'il faut prendre. Malgré tout, il faut bien entendre ce que vous venez de dire. Merci Fabien Mougelet. Je rappelle votre dernier ouvrage, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, aux éditions du Rocher. Justement,